what is the culture? It's like, man, this ain't for the culture. We doing something for the culture. We are orphans, bro. Si je vous disais là tout de suite d'arrêter de penser aux éléphants, à quoi penseriez-vous? Right, but it's not your idea because you know I gave it to you. The subject's mind can always trace the genesis of the idea. True inspiration's impossible to fake. Bon, venez, tenez-moi les mains et surtout ne les lâchez pas. Nous sommes là dans le suspense terrible au milieu d'un stade de foot américain un dimanche et on attend la plus grande rencontre de l'année. Nous sommes bien évidemment aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Lil Wayne pleure dans sa chambre. Le match entre les Eagles et les Chiefs est super excitant. C'est la plus grande rencontre de l'année. Il y a Taylor Swift dans le stade, il y a Donald Trump et le match est chaud. On se tient la main à chaque action et là d'un coup, au milieu de notre suspense, on voit arriver la performance de la mi-temps. Nous tenons les mains, vous êtes toujours ma main là, vous êtes abonnés? Ok, bon, pendant que nous attendons la suite du jeu, il nous le met en exergue. C'est bon, vous pouvez lâcher mes mains. Le petit jeu s'installe et si vous faites attention, les boutons ressemblent à des manettes d'une PlayStation. C'est-à-dire que là, on l'a dans l'ouverture du show de Kendrick Lamar, quelque chose qui ressemble à un jeu, The Great American Game, le grand jeu américain. Et c'est donc une mise en abîme finalement de ce qui est en train d'être vécu sur la plus grande plateforme aux États-Unis, sur le plus grand jeu de l'Amérique. On va ouvrir ce qui sera une pièce de théâtre. Salutations! It's your uncle. Très bien tenu par l'un des personnages principaux, à savoir l'oncle Sam. L'oncle Sam, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la représentation de ce qu'est l'Amérique. C'est-à-dire que c'est ce fameux oncle, en général, qui est un homme blanc avec le drapeau américain sur son chapeau. Il est incarné depuis 2 siècles comme étant la représentation de ce qu'est l'Amérique. Et là, d'un coup, on le voit arriver, c'est lui qui nous dit bonjour, mais cette fois-ci, c'est Samuel L. Jackson qui joue son rôle. Pourriez-vous dire, oui, ça n'a pas de sens, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissez bien la carrière de Kendrick Lamar. Vous savez que l'incarnation de l'oncle Sam, c'est quelque chose qui revient souvent dans ses projets, dans ses albums, d'ailleurs dans To Pimp a Butterfly. Dans West Side Story, c'est déjà l'oncle Sam qui tient la chronologie du disque et qui demande justement aux Noirs, est-ce que vous voulez réparation, est-ce que vous voulez une maison, est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais dans le cas présent, la subtilité de voir Samuel L. Jackson incarner l'oncle Sam vient du fait que Samuel L. Jackson joue l'oncle Tom dans le film Django. C'est le traître. C'est l'homme noir qui a cédé finalement au code de l'homme caucasien et qui, dans le script de Kendrick Lamar ici, va essayer de le diriger et de toujours le ramener au fameux code de l'homme caucasien, au code de l'Amérique. Maintenant qu'on sait qui est l'Amérique et qui fait l'allégorie du traître, on a les personnages secondaires qu'on peut apercevoir, à savoir les danseurs, et qui sont répartis dans le jeu. On les aperçoit tout de suite parce qu'on voit que les danseurs en fait sont répartis selon leur couleur dans différentes cases du jeu. Les danseurs bleus sont dans le carré, il y a des danseurs rouges je crois dans le triangle, et les bleus sont dans le rond. Chacun d'eux semble représenter une entité de la société américaine. Et là d'un coup notre héros, celui qui est censé être notre héros de l'histoire, apparaît sur sa GNX. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'il avait dit que la voiture sort en 1987, l'année de sa naissance, et que son père l'avait ramené de l'hôpital quand il est né avec une voiture qui était similaire à celle-là. Donc du coup, il est sur cette voiture noire, ce qui a son importance. Il se met à rapper sur ce titre inédit aux paroles évocatrices. Pendant que les danseurs se positionnent, sur son manteau, on voit le bleu et le rouge, les couleurs de l'Amérique, mais aussi les couleurs des deux gangs, un thème qui revient souvent dans sa carrière, les Crips et les Bloods. Et au fur et à mesure que le game se met en action, il annonce la couleur, il dit « Cette phrase m'a tout de suite rappelé l'artiste dit Scott Aaron. C'est un chanteur de soul des années 70 et c'est un de ses titres phares. Cette chanson où il dit la révolution ne sera pas télévisée et où il a invité justement les Noirs à être plus actifs et à se démener un peu plus pour leurs droits parce que selon lui, rien ne sera fait si vous n'êtes pas totalement proactif. Là, la révolution sera télévisée, je vais la montrer à la télé parce que vous avez choisi la mauvaise personne, l'anti-héros. Et maintenant qu'on a les personnages principaux, le game se joue effectivement à fond. Sur Squabble Up, le premier titre qu'il joue, on revient sur ceux qui ont écouté la chanson, sur un titre très californien avec des codes très hood. La manière de danser, la manière de s'habiller, regardez comment les danseurs se positionnent. Et directement après, le traître, Oncle Sam, vient lui dire «
Ruthless to ghetto. Il représente ce que l'Amérique pense de ce genre de hip-hop. Mr. Lamar, do you really know how to play the game? Then tighten up. Mais notre anti-héros, encore une fois, ne l'écoute pas. C'est pour ça que juste après, il va chanter Humble, qui est la représentation de ce qu'on attend de l'homme noir. C'est-à-dire que finalement, est-ce que l'homme noir doit être uniquement humble aux États-Unis? C'est ce que l'oncle Tom vient de lui dire. Mais dans le même temps, en chantant cette chanson Sit Down, Be Humble, il met en exergue 3 choses. Le drapeau américain. C'est-à-dire que finalement, il n'est pas humble parce qu'il représente l'Amérique. Et peut-être l'idée derrière que l'Amérique a aussi été conçue sur les bras des hommes noirs. Et la deuxième chose, ce sont les gangs, les Crips et les Bloods. C'est-à-dire que quand vous voyez comment les mecs sont habillés et tout, c'est encore la représentation et l'unification des gangs qui est un des thèmes principaux de sa carrière. Contrairement à ce que l'oncle Sam lui demande de faire, notre anti-héros continue. Il refuse d'être humble. Il refuse tellement d'être humble qu'il continue sur une autre chanson qui s'appelle DNA, l'ADN des hommes noirs. Juste après ce moment, il commence avec les attaques à Drake, vu qu'il pose de façon assez surprenante d'ailleurs sur Euphoria. Ce n'est pas un de ses plus gros succès, mais l'imagerie est forte et c'est intéressant à l'allégorie des hommes noirs qui sont surreprésentés dans les populations américaines quand il pose sur son titre DNA. C'est tellement frappant que ça rappelle certaines scènes du clip de Michael Jackson, They Don't Care About Us. Et le jeu continue et nos personnages secondaires sont très importants à la manière dont ils se déplacent. Le fait qu'ils n'aient d'ailleurs pas les mêmes couleurs, certains sont en blanc, certains sont en bleu, certains sont en rouge, représente aussi cette Amérique très divisée et qui ne regarde jamais du même côté. Et notre anti-héros reste dans sa logique. Juste après avoir mis en exergue l'allégorie de l'homme noir en prison, il surprend tout le monde parce que je pense que c'est à ce moment-là que beaucoup de gens se sont sentis un peu peut-être rebutés par la prestation. C'est que là, il va performer 2 titres très peu connus du grand public, Men at the Garden, dans lequel cette fois-ci on repart dans le ghetto. Il réaffirme que lui, homme noir, mérite tout. Le mec dans le jardin là, qui rêve de tout ce qu'il est et qui affirme que ma valeur n'est pas définie par la société mais parce que je veux être et je vais y arriver, c'est exactement ce que cette chanson la raconte. Et dans l'imagerie, on retrouve les garçons du ghetto dans certains films. Et juste après, ça a été ma grosse surprise, on a Peekaboo qui est un titre super léger de l'album, très très drôle d'ailleurs. Quand j'ai écouté ce titre au moment d'un album, je l'avais trouvé un peu out of the box en me disant qu'Kendrick Lamar essaie d'avoir ce petit côté fun. Et la façon dont il est intégré dans la prestation, c'est vraiment le côté où on donne de l'espace à ce langage ghetto que tout le monde ne comprend pas. Parce que d'ailleurs, dans le refrain, il se moque lui-même de la chanson quand il dit « Mais il parle de quoi ? Il ne parle de rien du tout. » Et c'est l'allégorie, encore une fois, du fait que très souvent, le grand public ne comprend pas du tout le langage ghetto, ne comprend pas du tout les codes ghetto, mais il leur laisse l'espace d'être là, avec les mecs qui le suivent, les filles qui dansent, et d'ailleurs, il se moque lui-même de ce qui va se passer après, quand il fait le clin d'œil à Not Like Us, parce que c'est les filles qui disent « On va performer quoi ?» Et il dit déjà leur chanson préférée, la chanson préférée du grand public. Même si vous savez qu'ils aiment suivre en justice, et là c'est la pique à Drake parce que Drake a poursuivi Universal. Mais c'est une nouvelle fois une mise en abîme du fait que nous dans le ghetto, bah on se comprend, dans la culture on se comprend, mais bon, s'ils veulent qu'on leur fasse plaisir, on leur fait plaisir. Et on entend d'ailleurs Samuel L. Jackson sur ce segment là, qui est peut-être le segment le plus dur pour le public mainstream, qui comprend absolument pas ce qui lui arrive, surtout s'il regarde la première fois, qui dit « Mais tu as perdu ta putain de tête !» C'est-à-dire que, donc, vers où tu nous amènes en fait? Oh, you done lost your damn mind. Et là, il se radoucit pourquoi? Parce qu'il fait venir SZA, sur le côté beaucoup plus jovial, léger de la prestation. Elle va performer 2 hits mainstream que là, tout le monde peut connaître et apprécier, à savoir Luther et All of the Stars, qui était dans la bande originale du film Black Panther, font en live et la voir venir en playback là, totalement exagéré, ça m'a beaucoup gêné. Mais autrement, elle est ce que l'Amérique attend de lui, c'est-à-dire qu'un rappeur qui vient faire des tubes faciles d'accès, mainstream, cool, léger, c'est d'ailleurs pour ça que dès qu'il finit avec elle, au-delà du fait que ce soit l'ex de Drake, l'oncle Sam, le traître, vient lui dire « Là, tu as bien fait, voilà ce que je veux de toi. » That's what America wants. Nice and calm. You're almost there.
soit Police, soit Lisse, film des chansons d'amour, et c'est très bien. Sauf que Kendrick Lamar Don't mess this. repart en contre-héros, et c'est donc là que Not Like Us arrive. Il dit It's a cultural divide. I'ma get it on the floor. 40 acres in the mule. This is bigger than the music. 40 acres et un âne, c'est plus fort que la musique. Must have on a beat, bro. Deep bro. And rap. He a freak, though. Et en fait, c'est un thème qui lui tient à cœur depuis des années. Pour ceux qui suivent bien sa carrière, encore une fois dans To Pimp a Butterfly, l'oncle Sam disait déjà ça. C'est-à-dire que l'oncle Sam te rappelait déjà que... Donc en fait, c'est quelque chose qui lui revient, et pour cause, ce qui avait été promis aux esclaves américains à la libération en 1865, sauf que ça a été révoqué 9 fois après. Ils n'ont jamais eu réparation. Vous entendez souvent les Afro-Américains dire qu'ils veulent réparation, ils les ont jamais eu. Et avant donc de passer à Not Like Us, après avoir fait ce que lui demandait l'Amérique, il rappelle que ce moment-là pour lui est plus grand que la musique, qu'il y a une division culturelle aux États-Unis, et ensuite donc il y va sur Not Like Us, où selon moi il fait à la fois ce que beaucoup de gens attendaient, à savoir ce qui devient son plus gros tube. Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show. Certified boogeyman. I'm no. Il assassine de l'autre côté son ennemi. Say, Drake, I hate you like I'm young. You better not ever go to Cell Block 1. À ce moment-là, le public est à fond. Bien évidemment, là, le moment où il regarde Drake à la caméra en lui disant Drake, j'ai appris que tu les aimes très jeunes. Et en plus, il y avait tout le suspense de savoir s'il allait performer la chanson, vu qu'il y a une plainte derrière. Est-ce qu'il allait vraiment aller devant les millions de gens, devant la planète entière pour dire que Drake est un PEDO? Certified lover boy, certified. Wop, 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 wop. Le stade aussi a semblé vibrer sur la fameuse phrase A minor. It's probably a minor. Et il y avait un E sur son logo. Le E, beaucoup pensent que c'était pour A minor, mais je pense que c'était plus pour sa marque, le PG Lane, parce que juste à la fin de la prestation, d'ailleurs, on voit le A affiché. C'était pour sa marque avec des fruits. Beaucoup de gens se sont dit c'était pour A minor, parce que c'est la phrase de Cathy du titre. Pour ne vraiment rien céder à Drake, on avait Serena Williams qui donc était encore une fois dans la dans la mise en abîme de quelque chose. C'est-à-dire que Serena Williams, originaire de Compton, vous vous rappelez en 2012, lorsqu'elle est championne olympique et qu'elle fait le fameux Sea Walk, ben en fait la planète entière lui tombe dessus. Et là du coup Kendrick lui donne l'opportunité effectivement de faire le Sea Walk sur Not Like Us, parce qu'aussi, et même si ils veulent le nier, non, Serena Williams est la deuxième ex de Drake, c'est-à-dire que c'est elle qui tape le deuxième cercueil de Drake, parce que elle le fait sur Not Like Us. Elle aurait pu venir si elle voulait vraiment Sea Walker de fou et montrer que vraiment elle est de Compton. Faut savoir que cette danse n'est pas innocente. C'est la danse que faisaient les Crips, le gang, quand ils assassinaient quelqu'un. Donc c'est pas un truc censé être drôle. Mais bon, après, chacun verra midi à sa porte. Encore une fois, c'est une des contradictions selon moi que Kendrick Lamar, à une époque, maintenant lointaine, dénonçait les contradictions de la culture, mais en tout cas, il met ça en avant pour donner l'espace à Serena Williams de s'exprimer comme elle voudrait s'exprimer. De l'autre côté, sur le titre sur lequel c'est fait, c'est une manière de taper encore une fois sur Drake. Et d'ailleurs, selon moi, la troisième couche de Not Like Us à ce moment précis, c'est vraiment le côté où, après avoir mis en exergue le fait que moi je suis anti-héros, je ne performe pas les tubes devant le grand public et tout, je fais ce que je veux, je ne fais pas ce que l'oncle Sam me dit, même si je pourrais le faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait ça pendant 2 minutes avec SZA. Et après, bah, moi je tue le mec qui fait ce genre de choses, parce que moi, je suis anti-mainstream, je suis pas le bon cas, je suis l'anti-héros par excellence. Et après, notre pièce de théâtre se termine sur TV Off, qui est un des titres de son dernier album. Et encore une fois, la plupart des gens au Super Bowl en général finissent leur show par un très gros tube. Lui finit son show en réalité au moment où il fait la demande en disant je veux réparation. Juste après, il rajoute Drake parce que c'est ce que le public attend de lui et qu'il fallait tuer Drake, et que ça met mieux en exergue encore une fois son propos d'organisme pro-culture. Mais finir sur Not Like Us, sachant qu'il y avait déjà 2 pics à Drake, ça aurait été être défini finalement par ça. C'est pour ça que non, il finit sur TV Off, qui est un titre très hip-hop, qui fait aussi référence à la fameuse phrase que je vous ai dit au début. Scott Elrod disait « La révolution ne sera pas télévisée ». Kendrick Lamar vous a dit « La révolution est sur le point d'être télévisée ». Et à la fin de la prestation, dans un univers très hip-hop, avec DJ Mustard qui arrive, il vous dit quoi? Éteignez vos télés. Parce que si vous éteignez vos télés, vous allez pouvoir aller vous rebeller en fait. Allez-y, c'est le moment. Lâchez mes mains là. Il y avait encore des gens qui tenaient mes mains là. Abonnez-vous et sortez vous rebeller. Macron est là dehors. Macron! Putain! Explose! À ce moment-là, le message est clair.
le traître n'est plus là pour le réguler, les différents groupes sociaux qui sont représentés par les fameux danseurs retournent chacun dans leur groupe, à l'image de l'Amérique qui reste ce pays extrêmement divisé. Notre anti-héros sort du jeu et la partie est terminée. Vous connaissez le roman La peste d'Albert Camus ? Vous devriez le lire parce que cette prestation de Kendrick Lamar m'a beaucoup rappelé ce roman. Je tiens à vous dire, pour qu'on soit très clair, vous savez la fameuse question philosophique, le d'où tu parles. Moi, dans cette vidéo d'où je parle, c'est que je suis un grand fan de Kendrick Lamar. C'est certainement mon rappeur préféré après Nas. Je prends toujours énormément de plaisir pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'articles qui dissèquent des chansons de Kendrick Lamar, des articles à longueur qui le font, des vidéos à longueur. Donc en fait, j'ai l'habitude de disséquer du Kendrick Lamar de façon, je tiens aussi à le dire, assez améliorative. Toutefois, effectivement, on a vu que sur les réseaux sociaux, à la fin de la prestation, quand les gens ont éteint leur télévision, ils n'ont pas compris ce qu'ils ont vu pour la plupart d'entre eux. Noir comme blanc, on a vu qu'il y avait trop de choses à retenir en même temps. Et effectivement, je pense que en 13 minutes, pour l'auditeur lambda américain qui s'assoit devant sa télévision, c'était pas possible. Même pas Donald Trump, Taylor. C'est-à-dire qu'en fait, le principal défaut de cette pièce de théâtre bien conçue, c'est que la ménagère qui est assise chez elle et qui regarde ça, elle n'a pas compris. Mais pas parce qu'elle est raciste ou quoi que ce soit. Juste parce que le nombre de symboliques, même si elles peuvent être fortes, ne correspondent pas à ce que les gens attendaient, les gens qui étaient en train de se tenir la main là et tout, d'un show au Super Bowl. Eux, ils sont principalement là pour le match. La mi-temps existe, mais en fait, bon, si dans la mi-temps, il y a trop de symboles et tout, ça passe et ils passent à la suite du match. La mi-temps est censée pour eux être, je dis bien pour le téléspectateur lambda, un moment de divertissement, ils écoutent des tubes qu'ils connaissent. Sauf que là, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de chansons qu'ils connaissaient, il n'y avait pas beaucoup de tubes qu'ils connaissaient. J'ai vu que pas mal de gens d'ailleurs disent que le public était assez froid lors de la prestation, ce qui peut sembler logique vu que All Me Not Like Us, All of the Stars, Lotus et peut-être Humble, il n'y avait pas vraiment de chansons qui étaient faites pour eux. Oh my God, they add sound effects to the NFL shit. I just heard crowd sounds. All my life right here, there was no sounds. I was there, crowd was making no noise. The loudest times that they made, I think him being shown for the first time, SZA, Samuel Jackson being shown for the first time. And then they not like us. On a vu des gens nous dire le pire Super Bowl de l'histoire. On a vu Jermaine Dupri leur répondre que non, c'est le Super Bowl de la culture hip-hop et la culture hip-hop n'a jamais été faite pour vous. C'est-à-dire qu'on est dans les deux extrêmes et on est factuellement dans les contradictions. On va y aller pas à pas. Le premier truc, c'est que moi, personnellement, j'ai été déçu de cette prestation pour un point précis. C'est-à-dire que quand je l'ai regardé la première fois, je me suis dit oh, putain de merde. Pourquoi ? Parce que Kendrick Lamar, c'est sans aucun doute, et je le dis très souvent, le meilleur performeur que j'ai jamais vu en termes de hip-hop. Sur scène, il est meilleur selon moi que plein de pop stars. Or, la prestation étant une pièce de théâtre, en fait, elle a besoin d'être digérée pour être comprise. Elle a besoin que tous les détails soient mis en exergue. Je pense d'ailleurs que le détail des différentes populations, le rouge, le bleu, le blanc et tout, c'est des choses que tu ne peux pas capter forcément quand tu regardes la première fois. Donc en fait, ça, en termes de choses, ce n'est pas efficace. Donc c'est en termes de message que c'est censé être efficace. Mais je tiens à vous dire, et ça peut vous paraître choquant, que même en termes de message, c'est pas sûr que ça le soit. Pour la simple bonne raison que, encore une fois, c'est un choix. Mais nous sommes devant le jeu américain. C'est-à-dire que les gens qui vous regardent ne sont pas censés, même Donald Trump, s'il n'a pas compris la prestation de Kendrick Lamar, il s'en fout en fait. Il va continuer sa vie le lendemain matin. Donc en fait, si tu veux, tu demandes 10 000 ânes ou 10 millions d'ânes. Si lui, il n'a pas compris ce que tu voulais dire et que c'était trop compliqué, tout, lui, il n'en a rien à cirer. Donc en fait, finalement, ça s'adresse, et c'est là où c'est intéressant, au public hip-hop, et ça le rassure. C'est-à-dire que c'est une espèce de déclaration d'amour à un public noir et hip-hop qui peut comprendre en disant tu es allé là-bas pour nous, tu es allé au front, même si finalement nous sommes conscients que ça ne va pas changer grand-chose. Mais mon bémol, c'était que Kendrick est tellement bon performeur que j'ai eu le regret de me dire que finalement il était étouffé sur le poids de sa pièce de théâtre. C'est-à-dire que, et c'est un choix, même dans le fait qu'il soit habillé en jean, je le comprends parce que c'est culturel, en mode notre culture et tout, mais au regard de la caméra par rapport à la pop star, ça faisait vraiment en mode on est sorti de chez nous pour venir boire un café. Effet voulu, ça on l'a compris, mais pour le grand public, ça peut être repoussant. Et là, je sais que vous allez sans doute me dire oui, mais Stevie, on s'en fout du grand public et ce genre de choses. Et c'est là, selon moi, le problème de la schizophrénie, vous allez m'excuser, hein, des Noirs et des Afro-Américains. Je m'explique. On repart à la base. Il y a 5-6 ans, parce que moi, on reste dans les faits, hein, il y avait la possibilité de faire ce qu'on a appelé un Super Bowl noir. Je reprends les faits, rien que les faits. Colin Kaepernick s'est agenouillé devant Donald Trump, parce que l'histoire de nous dire que Donald Trump était là, c'était déjà devant Donald Trump. Donald Trump était président, il a insulté ce mec devant nous,
On était tous là quand il a insulté ce gars. Et il a dit, ce gars est une honte à l'Amérique parce qu'il s'agenouille quand on chante l'hymne national américain. Les Noirs ont décidé à ce moment précis, c'était il y a moins de 10 ans, de boycotter le Super Bowl. Au moment où on a décidé de boycotter le Super Bowl, plein de gens aussi ont dit, bah si on boycotte le Super Bowl, ça veut dire qu'ils n'auront plus de grands performeurs, les gens du Super Bowl. S'ils n'ont plus de grands performeurs, bah du coup, ils auront un manque à gagner. Et oui, c'était logique puisque plein d'artistes noirs sont les gros performeurs. À ce moment-là, il y a la question qui a été posée et qui me semblait légitime. Bah, ils ont dit oui, bah pourquoi ne pas faire une espèce de jeu qui ressemblerait à un Super Bowl, mais où on aurait plus d'artistes noirs, vu qu'en plus, ils ne nous respectent pas là-bas, ils ne respectent pas notre message. Colin Kaepernick a engagé un mouvement. Est-ce qu'on peut y aller en fait? Allons dans la brèche. Il y a eu ce mouvement-là qui est né. Pourquoi pas? Mais quelques semaines après le démarrage de tout ça, ça a été stoppé net. Pourquoi? Et ça, c'est super intéressant. Moi, je n'oublierai jamais ce truc. Parce que Jay-Z est passé derrière Colin Kaepernick. Parce que c'est Colin Kaepernick qui s'est mis à genoux devant l'Amérique. Et Jay-Z est passé derrière Colin Kaepernick sans lui dire pour aller signer le deal avec la NFL. D'ailleurs, il est aussi passé derrière Jermaine Dupri. Mais il a signé le deal en disant finalement non, les Noirs ne boycottent plus, on va revenir vous faire des shows. On est d'accord. Quand ça s'est passé, encore une fois, les Noirs, très nombreux, nous ont expliqué que le capitalisme était la voie à suivre. Moi, je vous ai déjà dit, ça me fait toujours sourire. Mais non, franchement, c'est bien d'avoir un pied quelque part que d'être dehors. Si vous êtes dehors et tout et tout et tout. On leur a redit, mais en fait, vu que vous étiez déjà dehors, vous aviez compris qu'on ne vous aimait pas là-bas, peut-être que c'était le moment de commencer à construire un petit truc qui vous appartenait. Ça ne veut pas dire que vous auriez eu 10 millions d'audience, mais un petit événement où vous pouvez performer et tout et tout. Un bon exemple, c'était le Versus. Le Versus appartenait à Timbaland et à Swizz Beatz. Et c'était notre petit truc. Après, ils l'ont vendu à Apple Music. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, les versions se sont arrêtées parce que Timbaland et Swizz Beatz disent que on les a escroqués. Mais c'est souvent la même histoire. Mais en tout cas, là, restons sur les faits et que chacun se rappelle de ce qu'il disait à l'époque, parce que c'était pas il y a longtemps. Quand les capitalistes nous disent que, factuellement, c'est mieux d'avoir un pied quelque part et de gagner un peu d'argent, vu que Jay-Z passe à Roc Nation, et que le Super Bowl redevient donc non boycottable, parce que vous vous rappelez que les Rihanna, Cardi B et plusieurs autres artistes avaient refusé de passer au Super Bowl pour soutenir Colin Kaepernick. C'est hyper important. Quand Jay-Z passe, Rihanna au début n'est même pas d'accord. Je me rappelle qu'elle like le post de plusieurs activistes qui sont contre Jay-Z. Mais finalement, vu que la parole appartient aux capitalistes noirs, elle finit par dire que bon, vous voulez qu'on danse, on danse. Donc du coup, les artistes noirs retournent au Super Bowl. The Weeknd et son Super Bowl qui était par contre chiant. Rihanna et son Super Bowl du cordon ombilical. On est donc d'accord à ce moment précis que c'est un choix. Sound like a choice. Ça ne veut pas dire que c'est un choix facile. Je ne dis pas que c'est simple. Mais on est d'accord qu'à la fin de la journée, c'est un choix qui a été fait. Parce que faut assumer ses choix en fait dans la vie. Moi, j'assume les miens. Je n'en fais pas toujours des bons d'ailleurs, mais je les assume quand voilà. Donc là, c'est un choix qui a été fait. On aurait pu se dire qu'on construit un mini truc, petit à petit on monte et tout. Non, on s'est dit, on va rester là-bas parce qu'il y a plus d'expression, il y a plus d'argent et tout. Partant de là, j'arrive pas à comprendre l'idée d'après s'asseoir chez soi et dire, oui, mais l'avis du public du Super Bowl ne compte pas. Leur avis compte vu que vous avez tenu à faire le show devant eux. Ça n'a pas de sens de dire que leur avis ne compte pas si vous avez fait le choix délibéré de venir le faire devant eux et d'être signé chez eux alors que vous aviez d'abord lancé un boycott. Si vous êtes venu devant eux, ça veut dire que leur avis compte et que s'ils ont estimé par exemple... C'est d'ailleurs pour ça que moi j'étais très gêné par le propos de Jermaine Dupri et le propos de plein de gens. Ça fait déjà un moment là, je crois que ça fait 1 an et demi les Not Like Us là, les gens qui, je crois qu'ils ont découvert Kendrick Lamar et Not Like Us, ils en peuvent plus. Je crois qu'ils font un truc d'identification entre Kendrick Lamar, le hip-hop et Not Like Us et donc du coup c'est cette espèce de truc de anti-héros les transperce et ils veulent à chaque fois jouer le puriste du surpuriste. Et là, quand Jermaine Dupri dit aux gens « Cette culture n'a jamais été pour vous », en fait, moi, j'étais très gêné par cette phrase. Je vais vous expliquer. Pendant des années, dans la décennie 2010, le hip-hop est devenu la musique la plus écoutée au monde. Rappelez-vous des articles qui célébraient à foison le fait que le hip-hop soit devenu la musique la plus écoutée aux États-Unis. Mais en fait, si le hip-hop est la musique la plus écoutée aux États-Unis, ces gens étaient tous conscients quand ils célébraient cette musique qu'elle n'était plus écoutée que par des Afro-Américains du ghetto. Elle avait transpercé toute la société, c'est-à-dire que c'était devenu une musique super mainstream et ils en étaient contents, ils en célébraient. Moi, j'ai rarement vu de gros artistes nous expliquer que le fait que le hip-hop devienne une musique aussi
populaire était un problème pour nous. Pourquoi ça leur faisait de l'argent? D'ailleurs, le Drake aujourd'hui sur lesquels on tombe, quand on comptabilisait les chiffres du hip-hop en disant le hip-hop est la musique la plus écoutée au monde, Drake était l'artiste le plus écouté au monde et ils étaient bien contents, même s'ils disent aujourd'hui que Drake ne fait pas partie du hip-hop, de comptabiliser Drake dans les chiffres dans lesquels ils se félicitaient du fait que le hip-hop c'est la musique la plus écoutée au monde. C'est-à-dire que c'est trop facile aujourd'hui. Maintenant que Drake vous a aidé à populariser le hip-hop partout, qui vous a, avec ses défauts, je ne dis pas que Drake n'a pas de défauts, mais qu'on reconnaisse que la vérité, Drake a permis aussi d'ouvrir le hip-hop à plein de personnes qui n'auraient pas pu écouter du hip-hop dans la démocratisation de ce genre-là. C'est indéniable. C'est aussi parce qu'il chante, c'est aussi parce qu'il avait le son de Noah Shebib, un son beaucoup plus accessible, le son de Toronto, à une époque où le son américain était moins frais dans les années 2010, 2011, 2012. Cette synchronisation-là a permis aussi au hip-hop d'être connu par plein de gens. Nicki Minaj, vous savez que j'aime pas ces titres pop électro, mais je dis toujours qu'il y a plein de gens qui auraient jamais écouté du rap si Nicki Minaj n'avait pas sorti Super Bass, et je déteste Super Bass. Mais ça a permis à ouvrir une porte, une brèche, qui a fait en sorte que peut-être le gars qui a écouté Super Bass a ensuite écouté Diddy Tom Dem, et ça a permis à démocratiser le hip-hop de la façon dont il a été démocratisé. L'espèce de discours primaire qui consiste à dire que oui, vraiment on est les vrais du hip-hop, le hip-hop n'a jamais été fait pour vous, est logique, enfin humainement, parce que ça fait 10 ans et que effectivement la baisse de tension du hip-hop va redonner le côté où si tu es plus pur, bah, on va plus t'apprécier, on le voit avec les Doechi et ce genre de choses. Mais ça n'en fait pas un discours moins hypocrite. Vous vous rappelez peut-être de la polémique entre No Name et J. Cole. No Name, c'est une petite rappeuse, pour ceux qui ne la connaissent pas, très engagée, qui s'était beaucoup illustrée, justement une des seules dans cette bataille-là, quand ce n'était pas cool d'être dans cette bataille-là. Elle avait expliqué qu'elle aimait plus du tout les festivals de hip-hop parce que selon elle, le hip-hop était dénaturé pour raison que quand elle allait dans un festival de hip-hop, tous les rappeurs chantaient devant un public qui était majoritairement caucasien. Pour elle, ça n'avait plus de sens, ça n'avait plus d'essence et que du coup, elle s'adressait à un public qui ne lui ressemblait pas et qui ne ressemblait pas à l'essence de cette musique-là. D'ailleurs, il y a une illustration de ce moment-là, c'est le fameux concert de Kendrick Lamar où il fait monter le gamin sur scène et il lui demande de ne pas dire nigga. You gotta bleep one single word though. Oh, I'm sorry. Did I do it? Yeah, you did it. I'm so sorry. It's over, it's over, it's over, it's over. Quand elle a dit ça, beaucoup de personnes lui sont tombées dessus, notamment le troisième homme, J. Cole. J. Cole n'était pas d'accord avec elle, ça a d'ailleurs créé un schisme sur internet et elle n'était pas beaucoup soutenue. Pourquoi? Parce que le concept de gatekeepers du hip-hop là, de ce vrai hip-hop là, qu'elle mettait en exergue avec les valeurs, le racisme et tout ça là, en disant que le hip-hop c'est une musique révolutionnaire, on doit être dans la révolution et pas dans le mainstream, ben en fait ça lui faisait pas plaisir à lui, vu que il sait très bien que une grande partie de son audience n'était pas pro ça ne veut pas dire qu'il n'en parle pas, mais il sait très bien que quand ils vont dans les concerts aujourd'hui, ce n'est pas un public de la street en fait, c'est un public totalement mainstream. Et donc du fait, quand Jermaine Dupri dit cette culture n'a jamais été faite pour vous, moi je veux bien. Mais du coup, pourquoi est-ce que leurs dollars sont faits pour vous? Tu ne peux pas à la fois demander à ce que des gens achètent ta musique, te soutiennent, viennent à tes concerts et tout, et de l'autre côté, venir un jour nous dire ah mais cette culture n'a jamais été faite pour vous. À quel moment on sait ce qui est fait pour nous, ce qui n'est pas fait pour vous? Quand on nous donne un cahier de texte pour nous dire à quel moment, à quelle seconde, parce que sinon on ne sait jamais. Est-ce que Bawab, par exemple, qui était très très mainstream, que Jermaine Dupri a produit, à quel moment Bawab n'est pas fait pour qui que ce soit, enfin, qui m'explique en fait. En fait, ce que moi je critique, c'est le manque de cohérence dans ce nouveau gatekeeping qu'ils veulent faire. Si vous vouliez gatekeep, il faut gatekeep du début à la fin, il fallait garder être extrêmement fermé comme les gens de la country. Les gens de la country sont extrêmement fermés. Là, ils ont donné le Grammy à Beyoncé, mais en vérité, regardez les prix de façon générale, même les Country Music Awards, c'est très fermé parce qu'ils gatekeep culturellement. Alors, vous allez me dire qu'ils sont racistes et tout ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils ont fait leur choix, ils gatekeep. Ils ne veulent pas de vous, en fait. Ils ne veulent pas trop d'étrangers. Ils veulent être entre eux et conserver les codes de leur musique, ce qui leur a d'ailleurs permis de très bien traverser leur période du désert dans les années 2010. Et ils reviennent très vite en force parce que ils gardent leurs codes. Si vous voulez faire ça, il n'y a pas de souci, mais il faut le faire du début à la fin. Tu ne peux pas faire à moitié du chemin, ou alors effectivement, quand ce sur quoi tu reposes est désormais en grande partie défini par quelqu'un d'autre. This is one of my main things. It's like, what is the culture? It's like, man, this ain't for the culture. We're doing something for the culture. We are orphans, bro. We are cultureless. We don't have our own culture. We sign to culture vultures. We sign our life away. Our contracts are culture vultures. Think about everything that's cultural. Taking a knee is cultural.
Being on social media is cultural. Wearing high fashion is cultural. Pushing a foreign is cultural. All these things are not owned by our culture. So who designed the culture? What does it mean to do it for the culture? Les artistes hip-hop depuis 15 ans ne vivent pas sur la culture uniquement de la street, mais d'un fort apport du mainstream qui ne comprend rien à ces codes, mais qui s'est accoutumé à leur tube facile et qui donne leur argent pour ça en fait. Et c'est selon moi la seconde faiblesse de la prestation de Kendrick Lamar. Alors Drake, c'est pas quelqu'un d'intelligent. Alors vous allez me sentir très présomptueux de dire ça comme ça, mais c'est pas quelqu'un d'intelligent. En fait, oui, c'est certainement, il a beaucoup de talent et tout, musical et tout, y a pas de souci. Mais intelligemment, c'est pas quelqu'un de fin. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut dire, et il passe par tous les moyens pour le dire, il arrive pas à le dire. Il trouve pas les bons mots pour le dire. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une contradiction qui est très claire chez Kendrick Lamar, que je viens déjà de vous mettre en exergue. Qui revient aussi sur le fait que, par exemple, quand les gens vous disent, par exemple, que Kendrick Lamar a 22 Grammy, ou alors que Kendrick Lamar a le prix Pulitzer, en fait, 22 Grammy et le prix Pulitzer, c'est la preuve que Kendrick Lamar est adoré par une presse qui est la presse non hip-hop. C'est-à-dire que c'est un anti-héros qui est donc adoré, et ça c'est vraiment symptomatique et très drôle dans leur carrière, qui est donc adoré par les gens qui sont pas censés aimer les anti-héros. En vérité, si on part du principe que Drake est mainstream et Kendrick ne l'est pas, ces gens-là devraient plus aimer Drake. Vu que eux sont l'intelligentsia, c'est ça en fait. Et c'est un truc, le prix Pulitzer par exemple, c'est un truc très élitiste. Finalement, l'élitisme aime Kendrick Lamar, et finalement celui qui ressemble le plus au peuple, au vu de ses tubes mainstream et de ses tubes ghetto, est détesté par l'élitisme. Pour moi, c'est le talon d'Achille de Kendrick, qu'il n'arrive pas à dire, même s'il le dit, il n'arrive pas à pouvoir le dire. Il le pique par-ci par-là, mais il n'arrive pas à pouvoir bien cibler cet angle d'attaque-là. En fait, le message de Kendrick Lamar est beau. La pièce aussi est belle, même travers. Vous décidez que vous faites une pièce pour montrer que oui, voilà, vous avez souffert, vous êtes de la culture hip-hop, voilà, l'esclavage, homme noir et tout. Et il a trouvé le moyen, lui qui a écrit des chansons que j'adore sur l'unification, les contradictions de la culture, qui même a pris les choses justement sur cette unification de la culture, réussit à venir devant le monde entier, présenter une pièce de théâtre. Et l'un des ennemis de cette pièce de théâtre-là, c'est un autre homme noir. Et ne commencez pas à m'expliquer, parce que je sais que vous allez venir me dire que la mère de Drake est blanche et tout. Drake, c'est un homme noir aux États-Unis, et en plus c'est un homme noir de première génération. J'arrive pas à comprendre comment les Afro-Américains ont réussi à vous faire croire que vous qui êtes né à Sevran ou alors je sais pas à Brest, vous faites plus partie de la culture hip-hop que Drake. C'est un mensonge éhonté. Non, je le redis, c'est parce que j'ai pas fait la seconde vidéo sur le clash. C'est un mensonge éhonté, c'est un mensonge parce que c'est sous-jacent de xénophobie, qui est quelque chose de très probant chez les Afro-Américains. Mais en fait, si on revient sur le point, je n'arrive pas à comprendre comment tu viens, tu dis à tout le monde que vraiment, voilà, les hommes noirs et tout ce message-là, et en fait, sur ton truc, tu tapes à plusieurs reprises sur un autre homme noir. Attention, je suis pas en train de dire qu'il n'aurait pas dû taper sur Drake, ça lui appartient, mais factuellement, je trouve que le message vous montre en division, c'est-à-dire que maintenant, donc, certains ont imaginé que Donald Trump aurait pu être choqué par ça. Imaginons que Donald Trump comprenne ce qui se passe devant lui. Il allait se dire que, mais donc du coup, il raconte tout ça et en même temps il tape sur son frère Drake. Ces gens sont fous. Et c'est vrai, c'est parce qu'on est fou. Moi, j'ai jamais vu Ed Sheeran s'imaginer aller sur une immense scène comme ça, défendre un vrai message politique et dans le même message politique, avoir la faiblesse, parce que c'est la faiblesse de se dire finalement, et encore une fois, je dis ici que je parle de son message. Moi, le message ne me dérange pas. Mais en soi, si tu tapes sur un autre homme noir en défendant un tel message à la télévision, ça n'a aucun sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas taper sur Drake. Mais si le message c'est de dire que nous les hommes noirs on est soudés et qu'on est tous oppressés de façon différente par la société, ben en fait Drake doit être inclus. Drake, quoi qu'on puisse dire, fait partie de la culture hip-hop à un moment donné. Il a travaillé avec Drake, plusieurs d'entre eux ont travaillé avec Drake. Donc en fait, même dans la hauteur, on retombe dans le travers de la division. Et je sais, même si c'est difficile pour pouvoir croire, que ce truc-là, c'est le de la xénophobie des Afro-Américains qui est toujours très présent et qui arrive toujours quand ils se rendent compte que quelqu'un qui est extérieur à chez eux, qui n'est pas de chez eux, réussit à les battre sur leur propre modèle. Ça s'est passé avec Craig David. Il n'y a quasiment pas d'artistes noirs aux États-Unis
qui les bat sur leur propre modèle, je dis bien quand tu les bats trop longtemps sur leur modèle, à un moment ou à un autre, ils vont te rendre l'appareil. Et donc, du coup, le fameux message qui est censé être super beau et tout, me touche beaucoup moins. Parce que je trouve qu'au final, le gars qui est touché malgré tout, c'est le Canadien. Et on fait semblant de ne pas comprendre là dans l'épiphanie. Non, c'est une réalité. C'est exactement ce qu'ils ont fait dernièrement avec Burna Boy. Je vous le promets, si un artiste africain réussit à devenir un gros succès aux États-Unis, supérieur aux artistes américains, sur leur marché pendant 5 ou 6 ans, vous allez voir les mêmes relents de xénophobie. On l'a déjà vu avec Burna Boy. Et je tiens à vous dire que moi, oui, certes, Samuel L. Jackson, c'est un grand acteur, mais moi, je suis africain. Donc, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, et je me rappelle très bien que Samuel L. Jackson, là, qui était assis là, son message, oui, pro-black, oui, mais il avait quand même sorti de sa bouche que les acteurs anglais volent les rôles des Afro-Américains. Cet homme l'a dit. I know the young brother is in the movie, and he's British. I tend to wonder, what would that movie have been with an American brother? Some things are universal, but everything ain't. Et les acteurs anglais ont dû réagir pour l'humilier parce que c'était un propos humiliant. There are a lot of black British actors that work All in the country. time. All the time. So, brothers from America that could have been in that movie. I was really disappointed with those comments. You know what I'm saying? It's like, you know, we are dissected as a people. Why dissect us even further by a comment as stupid as that? Black actors, if you like, all over the world, look at Samuel Jackson as an example of a great actor who happens to be black. So the idea that he can dissect us into, well, English actors that are black are stealing roles from American actors is really ignorant. And it's stuff made of things that divide us, not stuff that pulls us together. J'ai souvent eu beaucoup de mal à voir les gens ne pas comprendre l'aspect xénophobique de ce qui arrive à Drake. Ça ne veut pas dire que Drake est parfait. Ça ne veut pas dire qu'il a pas perdu. Ça ne veut pas dire que je suis fan de Drake. Je préfère 100 fois Kendrick Lamar à Drake. C'est pas ça le débat. C'est qu'en fait, l'aspect soi-disant culturel auquel vous vous ralliez fait semblant d'oublier que les Afro-Américains sont des Américains. Si ce sont des Américains, ce sont des impérialistes. Et la manière dont ils se comportent quand ils font face à ce qu'ils estiment une difficulté qui les dépasse, c'est que ils réagissent comme des impérialistes. C'est juste parce qu'ils le font de façon ghetto que vous ne le voyez pas. Mais ils le font. Rappelez-vous de tous les posts sur Twitter qui faisaient 2-3 millions de vues, où on voyait que le rejet autour de Drake n'était pas simplement sur le fait que ce n'était pas un élément de leur culture. Je me rappelle même que quand Euphoria est sorti, d'ailleurs c'était le jour de mon anniversaire, j'ai vu plein de posts, pas un post, plein de posts de Twitter qui disaient « Oui, en plus c'est sorti le 30 avril, la mort d'Hitler et tout ». Rien à voir, mais il y avait un relent d'antisémitisme. Ceci pour vous dire que j'ai beaucoup aimé cette pièce de théâtre. La mise en abîme était bien, mais elle n'est pas, selon moi, non critiquable. Et je n'oublie pas que, oui, il y a un réflexe, et je tiens vraiment à le dire, c'est un réflexe narcissique de plein de gens du hip-hop et de noirs qui se disent « Oui, on est venu montrer aux autres comment notre culture se comporte et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. » Mais en fait, ce truc-là, ce réflexe-là que vous avez, il faut bien vous rappeler que ça dure un mois, ça dure le temps que nous on dissèque et tout et qu'on soit content. Mais factuellement, vers quoi ça va? C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que le message, c'est quoi? Est-ce que vous allez continuer à détester Drake? Est-ce que du coup vous comprenez que Drake c'est votre frère et qu'il faut le rallier? Enfin, c'est quoi l'avenir? Parce que factuellement, si les personnes caucasiennes qui ont regardé n'étaient pas censées comprendre, et on s'en fout d'elle et on s'en fout et voilà. C'est quoi donc quand on finit là? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que on a dit que on aura réparation. J'ai vu des gens nous dire que oui, Donald Trump était présent. Vous pensez vraiment que Donald Trump en avait quelque chose à cirer que vous aviez demandé Non, ça nous fait plaisir à nous qu'il le demande. Mais Donald Trump nous a dit et pendant que ces gens dégagent, nous c'est nous qui sommes heureux. Oui, vraiment, on a demandé un âne et tout. C'est pour nous que ça fait plaisir. Mais en soi, un raciste, il sera raciste après la fin de la prestation. Donald Trump, il n'en a rien à cirer vu qu'il n'a même peut-être pas compris. Peut-être qu'il s'est même endormi pendant le truc. Donc c'est à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il finit bien en disant que TV off. Quand il dit à TV off, ça veut dire que c'est à nous-mêmes que s'adresse ce message. Vu que c'est nous qui disons que nous sommes de la culture hip-hop et les noirs. Du coup, qu'est-ce qu'on fait après? Je tiens à vous signaler que, et c'est pour moi d'ailleurs la preuve que c'est pas un message disruptif. La NFL a banni le danseur qui a sorti le drapeau du Soudan et de la Palestine à vie. Il est banni à vie. Donc lui, il va plus jamais passer à la NFL. Janet Jackson, quand elle a montré son sein à la télévision, elle a été bannie pendant 10-15 ans du Super Bowl. Kendrick Lamar n'a rien eu. Parce que la prestation n'est pas disruptive. Parce que la vérité, c'est que non. C'est suffisamment bien pour que nous soyons à fond, mais c'est suffisamment tordu
pour que le grand public se dise ok, bah, on n'a pas compris, on passe à autre chose. Donc en fait, ce n'est pas, et c'est là où il est lui-même en contradiction un peu avec Jill Scott Heron, ce n'est pas une révolution. Parce que la révolution, en vérité, ne sera pas télévisée. La révolution, on ne la voit pas à la télé. On la vit dans la rue. Well, you know, the catchphrase, what that was all about, the revolution will not be televised, that was about the fact that the first change that takes place is in your mind. You have to change your mind before you change the way you live and the way you move. Bref, nous arrivons à la fin de cette analyse qui revenait donc sur le Super Bowl de Kendrick Lamar, mais tous les événements autour, culturels, et comment ça a été perçu, pourquoi ça a été perçu ainsi. J'espère vous avoir donné tous les éléments que j'avais de mon côté, toutes les critiques que j'aimais, qui ne veulent pas dire que je déteste Kendrick, que je préfère Drake. Les déteste Kendrick, préfère Drake, là, sauter ma chaîne YouTube, aller dans une autre, parce que c'est un débat abrutissant pour moi, parce que je me suis dit que ça me fatigue l'esprit pour rien. Ça me grille les neurones. Si on prenait un peu de hauteur, je vous ai, selon moi, posé les argumentaires. Moi, je trouve que, en termes de mise en abîme, de reflets, de scénarisation, bah, vous savez que c'est des choses que j'aime, donc je kiffe. D'ailleurs, je fais beaucoup de mise en abîme sur Music Phoenix. D'ailleurs, j'en ai encore fait là. Mais je suis pas sûr que vous remarquez en général. Mais j'adore les mises en abîme, donc c'est mon truc une prestation comme ça. Moi, j'ai kiffé là, je vais faire des détails là. Bref, moi, j'adore. Mais, effectivement, ça peut aussi avoir ses faiblesses que j'ai exprimées, notamment sur le fait que, et c'est vraiment important pour moi, vous ne pouvez pas aller à la guerre et en même temps être tout le temps contradictoire. C'est vous qui voulez être le genre le plus écouté, c'est vous qui dites que tout le monde ne doit pas écouter, c'est vous qui voulez être streamé partout et vu partout dans le monde, c'est vous qui dites que les autres ne comprennent pas votre culture, c'est vous qui avez la possibilité de construire quelque chose de petit et de vous d'y être, de grandir petit à petit, mais vous voulez être sur le biggest stage. Enfin, je ne dis pas que c'est pas un droit, mais il faut donc assumer les contradictions qui vont avec ces choix-là. C'est vous qui venez devant tout le monde en disant, bah oui, on est des hommes noirs, on a souffert, on a une histoire et tout et tout. Je suis d'accord avec ça. L'homme noir est maltraité par la société, on n'est pas forcément bien vu. Je suis d'accord avec ça. Et en même temps, vous tapez sur votre frère qui lui aussi est noir et qui est considéré comme noir de l'autre côté. Et à la fin de ce message-là, on fait quoi? Est-ce que vous réunissez, vous ne réunissez pas? En fait, je trouve que c'est trop de contradictions mêlées, même si effectivement ça peut avoir ce truc narcissique de que la culture hip-hop. Mais non, la culture hip-hop en elle-même est critiquable et Kendrick Lamar l'a fait à plusieurs reprises, il l'a critiqué, donc on peut la critiquer. L'extrême présence de Drake dans le message de Kendrick Lamar dessert au message de Kendrick Lamar, pas parce qu'on veut défendre Drake, mais parce que finalement, si le message est un message d'unité face à l'Amérique blanche raciste, bah en fait, malgré tout, il s'effrite de lui-même. Je pense même que, et peut-être que vous n'allez pas comprendre, ça aurait été 100 fois plus fort et il aurait fait la même prestation. Et au moment là, donc du coup il retire Euphoria, et au moment de Not Like Us, il change de chanson et c'est lui et Drake qui performent. Là, je pense que le buzz aurait été incroyable. Et en fait, le message aurait été tellement fort que j'en aurais eu des frissons. J'aurais eu de la chair de poule de voir ça. Je me serais dit, putain de merde, ils se sont réunis pour dire que oui, non, oh, jusqu'au bout, machin. Là, franchement, je sais pas ce que je me dis à la fin de ce truc. Parce que je savais déjà que je n'étais pas aimé par... à la fois les Afro-Américains et à la fois l'Amérique blanche raciste. Donc franchement, que chacun se débrouille. La question qui m'est beaucoup posée, c'est pourquoi j'ai pas voulu faire de vidéo sur la suite du clash entre Drake et Kendrick Lamar. Moi, je pense que la première vidéo était bien, avec beaucoup de modestie. Je trouve que c'est une des meilleures vidéos que j'ai faites et que on voyait, selon moi, l'interaction, mais aussi le côté musical de leur clash. Ce serait long à expliquer, mais vraiment, pour résumer la chose, je trouve que ce clash est tombé dans le caniveau de façon spectaculaire et j'avais profondément, je dis mais vraiment, je me sentais honteux d'assister à ça. Oui, je pense que certains, je sais pas s'ils ont des manques de testostérone dans leur vie, donc du coup, dès qu'ils voient un truc, ils ont l'impression que c'est un match de boxe. Non, c'était pathétique. Entre moi qui passe mes vidéos déjà à faire des analyses sur le fait que l'image des rappeurs, le fait que souvent les hommes noirs tombent plus facilement dans l'industrie, je fais des centaines d'analyses sur ça pour essayer de nuancer sur Didi, sur R. Kelly, pas pour les défendre, mais pour expliquer que non, c'est plus facile de tomber sur ce genre de personnage, mais en fait, ces deux gars-là, au maximum de la popularité du hip-hop, viennent là et déversent toutes sortes d'horreurs l'un sur l'autre, tu bats ta femme, toi tu es pédo, en fait c'est-à-dire que des trucs en plus que pour la plupart ils ont inventé l'un sur l'autre, c'était même pas des trucs vrais, c'est-à-dire que ils ont cherché tout et n'importe quoi, ils ont rafistolé tout et ils se déversent ça là. Alors oui, moi Kendrick Lamar est très intellectuel, donc en fait j'aime Kendrick Lamar et j'ai passé toute ma vie à analyser, j'ai jamais quasiment analysé Drake, enfin pas parce que j'aime pas Drake, mais il ne me dérange pas Drake. Kendrick, j'avais une passion pour lui, c'est vraiment mon second rappeur préféré et donc
le voir tomber aussi bas sur certains points, même s'il est intellectuellement suffisamment fort justement pour faire passer ça pour beaucoup de nuances, m'a profondément déçu. Je peux pas dire autre chose, c'est-à-dire que je me suis demandé mais comment est-ce possible qu'avec tous les discours que j'ai décryptés de lui, avec tout ce que j'ai aimé de lui, en fait il n'arrive pas à se retenir de tomber aussi bas que l'autre qui lui n'est pas intellectuellement ouf en fait. Je viens d'écouter d'ailleurs l'album de Drake et de Party Next Door et il m'a fait rigoler parce que il y a une phrase où il a dit que et ça rejoint ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Il a dit que oui, mais si j'arrête de chanter les strippers, si je meurs, les strippers vont commencer à lire les dictionnaires. Et ça m'a fait rire parce que ça résume tout en fait. C'est ce que je vous dis en fait. Il veut crier au monde que c'est moi l'homme du peuple, c'est lui l'élitiste. Comment vous ne voyez pas que c'est lui l'élitiste vu que quand il sort une chanson, 10 000 personnes sont là pour décrypter tous les trucs alors que moi quand je vous parle, vous comprenez ce que je vous dis. Cette espèce de schéma où dès qu'il y a deux hommes noirs dans l'industrie, il faut qu'ils en dégomment un parce qu'après, le même truc que 50 Cent, Ja Rule, Kanye, 50 Cent, Kanye d'ailleurs qui était lui-même prêt à aller taper sur Drake, mais finalement, bon, vu qu'on l'a fait à sa place, ça le gêne un peu, mais il aurait voulu que ce soit lui-même qui tue Drake parce qu'il avait l'impression que c'est Drake qui l'a tué. Enfin, c'est-à-dire que ces espèces de trucs, c'est un mal pour moi profond en fait. C'est un mal profond de voir que on a beaucoup de mal dans les communautés noires à se dire qu'on peut avoir deux trucs et qui nous servent de force pendant très longtemps. C'est-à-dire que Drake et Kendrick Lamar, étant très différents, pouvaient nous servir de force pendant très longtemps. On n'avait pas besoin de vouloir se déverser et d'en forcément en tuer un. Et quand je le dis, je ne les exclus pas eux. Hein. Je trouve qu'ils se sont comportés comme de parfaits gamins, aussi bien l'un que l'autre. Ils n'avaient pas besoin de venir déverser à l'ère où le hip-hop est le plus vu sur Terre. Autant d'horreur en streaming. À l'époque encore, quand on avait les clashs entre Foxy et tout, bah, c'est que nous, les passionnés de hip-hop qui savions. Là, aujourd'hui, franchement, une petite fille va te dire que Drake est pédo, que l'autre a battu sa femme. Qu'est-ce que ça dit de vous, en fait? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que ça finit par dire de vous à tous ces gens que vous êtes allés voir à la NFL et à qui vous avez expliqué que vous voulez réparation? Qu'est-ce que ça dit au final de vous? Je ne suis pas en train de vous dire que vous vous définissez par eux, c'est vous-même qui dites que vous vous définissez par eux parce que c'est vous qui avez insisté pour faire ce Super Bowl chez eux. Et je tiens encore à vous dire que moi, Donald Trump qui voit ça, je suis pas en train de dire que Donald Trump est raciste pour pause, je dis Donald Trump, voilà. Bah, il va se dire que ça c'est la négrerie, c'est la négraille. Ils sont venus là avec leur truc, ils demandent un âne depuis 1850, je sais pas trop quoi. Voilà, ils étaient en mode de Black Power et tout. Et ils n'ont pas pu s'empêcher pendant 13 minutes, ils avaient 13 minutes de temps. 13 minutes de temps juste pour pouvoir faire leur déclaration, leur message. Mais dans les 13 minutes qu'ils avaient, ils ont réussi à se taper les uns sur les autres. C'est-à-dire que, et le moment le plus fort, c'était où ils tapaient sur leurs frères. Ils étaient tous là, parce qu'on a bien vu que malgré tout, Kendrick a réussi à enlever beaucoup de ses tubes parce qu'il savait que Not Like Us portait suffisamment. Et les histoires de fesses. Ne vous trompez surtout pas. C'est le Super Bowl, ça veut dire qu'ils vous laissent l'opportunité de s'exprimer sur leur scène. M.I.A. avait fait un doigt d'honneur au Super Bowl, sa carrière s'est terminée. Un doigt d'honneur, même quand Beyoncé avait fait son petit truc avec juste les cheveux des femmes là. Les simples cheveux, parce que le cheveu est politique aux États-Unis, le cheveu des femmes noires là qui dansaient avec Beyoncé. On a quand même vu 15 pèlerins devant NBC en train de dire que c'est la révolution. On a vu personne pour Kendrick Lamar parce que, ils n'ont pas compris et que même s'ils l'ont compris, je vous le répète, ce n'est pas disruptif. Ils vous ont laissé l'opportunité de le faire, donc ce n'est pas une révolution. C'est à vous de vous poser la question de savoir quel message ça traduit pour le hip-hop, ou alors c'est juste que on s'est fait plaisir, là dans 20 ans quelqu'un refera la même chose, dans 30 ans c'est quoi en fait le message de fond? Et je sais que ça c'est la partie la plus difficile parce que beaucoup dans les communautés noires refusent une sorte de responsabilisation. Quand vous avez vu comment le clash de Kendrick Lamar et de Drake a commencé à devenir un peu violent et tout, on a vu chez Drake ce genre de choses, moi ça m'a fait flipper. Et ça m'a d'ailleurs rappelé un titre de Kendrick Lamar qui montrait la déshumanisation qu'on avait par rapport à eux. C'est-à-dire que quand on a commencé à voir des trucs un peu chez Drake et tout, si Drake voulait prouver qu'il était vraiment victime de quelque chose, alors que les gens savaient que ça pouvait escalader, il fallait que Drake meure. Parce que pour eux, tant que Drake n'était pas mort, ça voulait dire que Drake ne pouvait pas risquer quoi que ce soit. Et si ça s'était passé comme ça, si un d'eux était décédé, ils allaient attendre un peu, oublier qu'eux-mêmes ont fait monter ce clash en épingle, et dans 10 ans nous expliquer que c'est le gouvernement américain, le rebelote Tupac, Notorious, ça me fatigue. Ça me fatigue, c'est pour ça que j'ai évité de faire une deuxième vidéo. Je trouve que ce n'est pas à la hauteur du talent que ces deux hommes sont, et à la hauteur de ce que la communauté noire musicalement porte dans le monde.
Désolé. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à fond. Je vous aime tous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.